Bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'ANR organisé par le département biologie santé. Aujourd'hui, on va vous présenter l'appel à projet générique 2025. Je vais passer les diapositives. Alors, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une petite présentation un peu générale de l'APG par rapport au département biologie santé. Quelques informations, donc ça devrait aussi susciter de votre part quelques questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vous propose donc de répondre à vos questions plutôt à la fin de cette petite présentation qui ne devrait pas durer trop longtemps. Alors, l'appel à projet générique 2025, donc comme vous savez, hein, il est structuré en 56 axes scientifiques. Donc, chaque axe correspond en fait à un comité d'évaluation. Donc, ces différents axes sont distribués dans différents départements scientifiques ici à l'ANR. Donc, je vous ai mis en rouge les axes scientifiques qui sont gérés directement par le département. Donc, on a 11 axes disciplinaires en sciences de la vie et puis des axes transversaux, une seule santé, transformation numérique et transition technologique. Donc, je vais venir un peu dans le détail dans les diapositives suivantes. Donc, par rapport au périmètre scientifique de ces axes, donc ils sont très stables par rapport à l'année dernière, donc sauf pour le CE14, donc le comité de physiologie, physiopathologie, mais je vais y revenir dans un instant. Donc aujourd'hui, le but, hein, c'est pas de vous présenter le périmètre scientifique de chacun de ces axes, parce que d'une part, ça serait un peu long, et puis ça vous intéresse pas forcément de connaître le périmètre de tous les axes. Par contre, vous pouvez trouver des informations sur le site de l'ANR. Donc, vous avez le lien en bas de la page. On peut aussi vous le remettre dans le chat pour accéder donc à des présentations axe par axe, donc comité par comité, où on vous rappelle donc le périmètre de chaque axe et puis quelques informations sur les budgets, par exemple, des projets dans chaque axe, des exemples de projets. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'ANR pour regarder le périmètre des axes qui vous intéressent. Et donc, je vous rappelle, chaque axe correspond à un comité d'évaluation. Et donc, ces 11 axes disciplinaires, donc, qui vont de la biochimie à la médecine régénérative, donc je ne rentre pas dans le détail ici. Et puis, les axes transverses, donc une seule santé. Donc, le département biologie santé s'intéresse gère plus particulièrement l'axe H3, maladies infectieuses et environnement, mais vous avez aussi les axes contaminants, écosystème et santé, et puis l'axe santé publique, santé et société. Et puis, on gère aussi l'axe technologie pour la santé, donc H13 ou le comité 19. Et puis, on participe donc à l'axe H14, le comité 45, sur les interfaces mathématiques, sciences du numérique, biologie santé. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir le descriptif de ces axes, que vous retrouvez bien sûr dans le texte de l'appel à projet, qui est aussi disponible sur le site de l'ANR. Alors, comme je vous le disais, le périmètre des axes est très stable par rapport à l'année dernière, sauf pour le comité 14, donc physiologie, physiopathologie, puisque jusque maintenant, tous les projets de physiologie, physiopathologie étaient soumis dans cet axe. Et à partir de cette année, donc tous les projets qui abordent des aspects neuronaux seront plutôt déposés dans les axes C7, neurosciences moléculaires et cellulaires, ou l'axe C8, neurosciences intégratives et cognitives. Et en fait, ces deux comités recevaient déjà des projets de physiopathologie dans le domaine des neurosciences, mais ces projets donc, étaient distribués entre ces deux comités neurosciences et ce comité 14. Donc voilà, donc maintenant, tous ces projets qui ont des aspects neuronaux, ces projets de physiologie, physiopathologie, doivent être soumis dans ces deux axes, dans l'un de ces deux axes neurosciences. Donc tout ça est décrit aussi dans le texte de l'appel à projet générique.
Alors, pour tous ces axes, si vous avez un projet de recherche translationnel, avec les instruments de projet de recherche collaborative, donc PRC, avec ou sans entreprise, donc PRC et PRCE, et que vous avez un établissement de santé, donc vous pouvez faire une demande de cofinancement à la DGOS. Donc il y a une annexe spécifique sur cette demande de cofinancement DGOS que vous trouvez aussi sur le site de l'ANR, vous avez l'adresse ici. Donc n'hésitez pas à bien consulter cette annexe qui vous précise un peu les conditions pour ce cofinancement DGOS. Et puis aussi, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi consulter ou contacter alors Salomé Le Goff qui peut peut-être mettre son adresse mail dans le chat, puisque Salomé s'occupe plus particulièrement des interactions avec la DGOS, donc elle pourra aussi vous renseigner si votre projet est éligible à ce cofinancement. Donc ça ne concerne que les projets de recherche translationnelle qui ont au moins un établissement de soins dans le consortium. Alors, diapositive suivante. Voilà. Quelques informations sur les priorités de l'État. Donc, je vous ai mis en rouge les principales priorités auxquelles, en général, les projets en biologie peuvent prétendre. Donc, je vous rappelle un peu le principe de ces priorités. Donc, il y a une enveloppe budgétaire supplémentaire qui est attribuée pour ces priorités. Et en fait, cela permet de financer des projets qui sont en liste complémentaire, donc des projets qui ne seraient pas financés sans cette enveloppe supplémentaire. Donc, si vous avez un projet d'intelligence artificielle, donc a priori tous les axes de l'APG sont concernés, mais il faut quand même qu'il y ait une forte composante IA dans ces projets. Donc, potentiellement, votre projet est éligible à cette priorité. Il y a une priorité autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc ici, vous avez la liste des axes qui sont concernés. Et puis une priorité recherche translationnelle sur les maladies rares. Donc la petite différence aussi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait que le comité de recherche translationnelle qui était concerné. Mais en fait, il y a des projets de recherche translationnelle dans d'autres axes aussi. Donc on a ouvert cette priorité recherche translationnelle sur les maladies rares à tous les axes du domaine sciences de la vie, donc les axes qui sont numérotés de C1 à C11, et les axes transversaux H3 et H13. Alors, il y a aussi une priorité qui potentiellement pourrait vous intéresser, c'est la dernière, l'exploitation scientifique de données générées par les organisations scientifiques internationales et les infrastructures de recherche. Donc là aussi, a priori, tous les axes sont concernés. Vous avez la liste des infrastructures qui est décrite dans le plan d'action. Mais il faut quand même bien lire aussi les conditions pour cette priorité parce que, comme indiqué sur la diapositive, c'est bien l'utilisation de données qui sont générées par les infrastructures de recherche. Et donc, si vous avez un projet de recherche qui génère des données dans ces infrastructures, bah, votre projet ne sera pas éligible à cette priorité. La diapositive suivante. Qui veut ne pas passer. Voilà. Quelques points de vigilance sur l'inéligibilité de certaines thématiques. Donc, comme les années précédentes, hein, les projets de recherche collaborative PRC et les projets mono-équipe qui portent sur des thématiques cancer ou VIH ou tuberculose ou les hépatites virales ne sont pas finançables par l'ANR parce que vous avez des appels à projets qui concernent ces thématiques, donc qui sont portés notamment par l'INCa, par l'ITMO Cancer et pour l'ANRS-MIE. Pour ce qui est du cancer, quand même, on peut signaler que les projets de jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, les projets PRCE et les projets PRCI dans le domaine du cancer seront soutenus par l'ANR parce que notamment l'INCa et l'ITMO Cancer ne peuvent pas soutenir ces projets. Voilà, donc faites attention parce que quand même tous les ans, on reçoit encore des projets
qui sont rendus inéligibles vers fin décembre, début janvier, parce qu'ils portent sur ces thématiques en fait, qui sont soutenues donc, par l'ITMO Cancer, l'INCa et l'ANRSMIE. Il y a aussi les projets de recherche clinique. Donc, normalement, l'ANR ne finance pas des projets de recherche clinique. Hein. Ces projets de recherche clinique doivent être soumis à l'appel PHRC. Et de même, les projets de recherche sur les systèmes de santé et de soins doivent être soumis à l'appel PREPS qui est porté par la DGOS. Alors, bon, on a souvent des questions sur comment choisir le comité. Alors, le choix du comité, c'est votre responsabilité. Donc, on peut vous rappeler le périmètre du comité, mais enfin, nous, à ANR, on ne peut pas vous dire il faut soumettre dans tel ou tel comité. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de lire les textes de l'APG. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Soit vous prenez le PDF du plan d'action qui est disponible sur le site de l'ANR, puis vous regardez tous les axes. Soit vous regardez donc les présentations PowerPoint, donc qui sont sur le lien que je vous ai cité précédemment. Et là aussi, vous avez une description du périmètre de chaque axe. Donc vraiment, je vous encourage à lire ces textes. Alors bien sûr, hein, potentiellement, votre projet, vous avez le choix entre plusieurs comités. Donc ça, c'est à vous de voir lequel est mieux adapté. Mais dans la plupart des cas, vous avez quand même la possibilité de plusieurs comités. Alors, vous pouvez aussi regarder la liste des membres de comités des années précédentes. Donc là, vous avez le lien sur les comités de l'APG 2024. Alors, il faut savoir que c'est pas les mêmes comités qui siègent tous les ans. Ils sont renouvelés au moins d'un tiers par an. Mais au moins, vous voyez qui était présent l'année dernière. Alors, sa composition, bien sûr, évolue tous les ans parce qu'on peut avoir des thématiques qui apparaissent dans un comité. Donc, il faut rajouter des membres de comité qui correspondent aux nouvelles thématiques. Donc, la composition est ajustée tous les ans, mais bon, ça vous donne quand même une idée globale de quelles thématiques sont traitées dans ce comité. Et puis, bien sûr, vous pouvez regarder les listes de projets des années précédentes. Alors, bon, point important, hein, bien sûr, lorsque vous soumettez votre pré-proposition, là, pour le 15 octobre, hein, vous ne pourrez pas changer d'instrument entre la première et la deuxième étape. Donc vraiment, le choix de l'instrument est important dès la première étape. Alors, quelques mots sur les PRCI, donc les projets de recherche collaboratifs internationaux. Donc, je vous ai mis sur cette diapositive tous les PRCI qui intéressent les projets de biologie santé. Donc, comme les années précédentes, il y a tous les axes EBS sont éligibles au PRCI avec la Suisse, donc la FNS, le Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, Taïwan, Hong Kong. Et puis, vous avez, comme l'année dernière, avec le Brésil, plutôt les thématiques immunologie, neurosciences, maladies infectieuses, santé publique et puis l'interface mathématique, sciences du numérique, biologie, santé. Donc ça, c'est avec le Brésil. Et puis, nouveauté cette année, pour la collaboration avec l'ANSF aux États-Unis. Donc, c'est la thématique neurosciences qui est éligible. Et donc là aussi, vous avez le numéro des axes qui est indiqué. Donc, avec la NSF, il s'agit de projets qui sont interdisciplinaires, donc avec la physique. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici aussi des comités de physique de l'APG qui apparaissent. Et c'est la division de physique de la NSF qui est impliquée dans cette collaboration. Donc là aussi, je vous encourage fortement à lire. Il y a une annexe sur le site de l'ANR pour chacune de ces collaborations. Donc, lisez bien cette annexe qui vous précise donc, toutes les modalités de dépôt, puisque il peut y avoir des pré-enregistrements première étape qui sont obligatoires, notamment pour les lead agencies. Donc, lisez bien les annexes de chaque pays si vous voulez candidater à cet instrument PRCI. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres sur le bilan de l'APG 2023.
puisque 2024, on n'a pas encore les résultats. Vous voyez que depuis 2021, en fait, on est assez stable, hein, on est autour de 600 projets financés sur la APG par an depuis 2021, ce qui représente à peu près 300 millions d'euros par an sur cette APG et un taux de succès qui varie entre 23 et 24%. Bon, pour 2024, on va être à 24%, 24,3%. Ce que je voulais surtout mentionner sur cette diapo et la diapositive qui va suivre, c'est les budgets moyens, parce qu'on a souvent des questions sur voilà, quel est le budget que je peux demander pour mon projet ANR. Alors, vous voyez ici que le budget moyen en 2023 était de 529 000 euros, donc en augmentation par rapport à 2022. Et sur la diapositive suivante, donc vous avez les budgets moyens par instrument, mais aussi les budgets le plus faible demandé par instrument et le plus élevé. Et donc vous voyez que bon, la fourchette en fait est assez large, hein, puisque pour les JC, ça va de 106 000 euros à 517 000 euros. Pour les PRC, ça va de 196 000 euros à un peu plus d'1 million d'euros par projet. Les PRME, ça va de 181 000 euros à 700 000 euros par projet. Et les PRCE, ça va de 350 000 euros à presque 1,2 million d'euros. Voilà, donc je vous encourage là aussi à regarder comité par comité, axe par axe, via le lien qui est indiqué sur la diapositive, les budgets qui sont demandés dans chaque axe, parce qu'il peut y avoir quand même des différences significatives d'un axe à un autre par instrument. Donc vous avez toutes ces informations, des budgets moyens, mais aussi des budgets plus faibles, plus élevés, par instrument et par comité, donc via le lien qui est sur la diapositive. Donc c'est tout ce que je vais dire sur les résultats APG et 2023 et 2024. Alors, il n'y a pas que la APG. Je vous encourage aussi fortement à regarder les autres instruments qui sont à votre disposition. Alors bon, il y a les tremplins ERC, bien sûr, si vous avez candidaté à l'ERC, mais que vous n'avez pas été financé, mais que vous avez eu une note, que vous avez été classé A. Donc là, l'instrument tremplin ERC est pour vous. Access ERC, en fait, c'est dédié simplement au département SHS, donc ça ne concerne pas la biologie, mais je vous ai laissé quand même pour information. Si vous voulez candidater à un appel européen et qu'il faut monter un réseau, donc l'appel MRSEI est tout à fait fait pour ça. Il y a une variante SRSEI qui est aussi pour monter un réseau, mais voilà, c'est pour les appels en 2 étapes, c'est entre la première et la deuxième étape. Donc je vous invite à regarder les détails sur les pages dédiées. Donc pour chacun de ces actions, enfin pour ces actions internationales, vous avez des webinaires spécifiques, donc vous avez aussi l'adresse là. Alors si vous avez raté la date du webinaire, s'il est déjà passé, c'est pas très grave parce que normalement il y a l'enregistrement, donc vous pouvez accéder à l'enregistrement de ces webinaires. Par contre, pour la biologie santé, je vous encourage aussi fortement à regarder l'instrument Labcom et Champ Industriel. Donc là, c'est vraiment les coopérations entre public-privé, parce qu'on a un vrai déficit de projets en biologie dans ces deux instruments, Labcom et Champ Industriel. Donc regardez bien ces deux instruments. Les taux de succès pour ces deux instruments sont plutôt de l'ordre de 50%, hein, donc c'est très, très important. Et c'est quand même assez intéressant puisque pour les champs industriels, le financement pour le laboratoire académique peut aller jusqu'à 1 million d'euros et les Labcom, c'est autour de 350 000 d'euros pour le laboratoire académique. Alors, sur la diapositive suivante, je vous ai aussi indiqué quelques appels internationaux qui sont gérés dans le département biologie santé, enfin qui seront gérés en 2025. Alors je peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque les thématiques soit ne sont pas finalisées, soit on ne peut pas divulguer ces thématiques si elles sont déjà choisies. Mais je vous encourage quand même à regarder, enfin à assister au webinaire d'information de ces différents appels à projets
Alors, en général, ce webinaire a lieu plutôt en décembre. Et au cours de ces webinaires, les thématiques précises seront décrites. Alors, je peux déjà vous dire quand même qu'en 2025, il n'y aura pas d'appel du GPI AMR, donc sur l'antibiorésistance, donc il n'y aura pas d'appel du GPI AMR en 2025. Par contre, on aura un appel du partnership qui s'appelle THCS, donc Transforming Healthcare System, donc sur les transformations des systèmes de soins. Il y aura un appel du partnership IP-Permed, donc sur la médecine personnalisée. Il y aura plusieurs appels autour des neurosciences, donc comme d'habitude, comme les autres années, du GPND, du neurone, pour ceux qui connaissent, et puis voilà, du Computational Neuroscience, de CRCNS. Il y aura le premier appel du partnership RDRA sur les maladies rares. Et il devrait y avoir un appel du partnership ERA4Health, mais ce n'est pas encore tout à fait défini pour ce dernier partnership. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire au webinaire d'information qui aura lieu plutôt en fin d'année. Et ma dernière slide, la slide de conclusion, c'est bien pour vous tenir au courant des différents appels, hein, c'est de vraiment vous connecter régulièrement sur le site de l'ANR, de vous abonner à la newsletter mensuelle, donc vous avez l'adresse là sur la diapositive pour rester informé sur les appels à projets, et puis de consulter aussi le portail national commun des appels à projets, donc appelprojetrecherche.fr, puisque sur ce portail commun des appels à projets, vous avez tous les appels à projets, non seulement de l'ANR, mais de l'INCa, de la NRSMIE, de différentes fondations, des régions, etc. Et puis, vous pouvez mettre des alertes sur des thématiques particulières. Comme ça, vous recevez des emails lorsqu'il y a un appel qui vous concerne. Voilà, donc je voulais faire cette petite introduction générale pour un peu susciter les questions. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà dans le chat. Donc, je suis entouré aujourd'hui de plusieurs chargés de projet scientifiques. Donc, dans la salle avec moi, il y a Anthony Petit, qui s'occupe plutôt de comité neurosciences, comité 37, et puis Gabriel Matera, qui est sur le comité de biochimie, comité 44. Et à distance, il y a plusieurs personnes, mais peut-être qu'ils... Donc, je vois Nadia, je regarde sur l'écran, Nadia Seni, donc qui s'intéresse plutôt au comité, qui s'occupe du comité 19. Il y a Salomé Le Goff pour le comité 17 de recherche translationnelle. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'équipe ANR. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, il y a déjà une première question concernant l'axe C9. Est-ce que pour ce genre de projet, il faut démontrer une faisabilité du partenariat, valider une hypothèse de départ sur les 3 ans avant de passer à un projet plus axé translationnel? Ou entrer dans le vif du sujet avec passage en translationnel d'emblée, monter une cohorte, etc. dans la description de ce projet ANR? Alors, c'est peut-être une question pour Salomé. Pardon, vous m'entendez? Oui. Comme son nom l'indique, il faut que le caractère translationnel du projet est très important. Donc, il vaut mieux déposer le projet. Est-ce que vous pouvez me rappeler la question, pardon, parce que je ne la vois pas inscrite sur le chat. Alors, est-ce que pour ce genre de projet, il faut démontrer une faisabilité du partenariat, valider une hypothèse de départ sur les 3 ans avant de passer à un projet plus axé translationnel? Il faut déposer un projet avec un caractère translationnel pour qu'il soit pour que l'adéquation à l'axe, qui est un critère d'éligibilité. Voilà, si dès le départ ce n'est pas un projet translationnel, bon, a priori, ce n'est pas dans le comité 17, dans l'axe C9 qu'il faut le déposer, quoi. Donc, il y a une autre question. Sur le C10 et H13 concernant les agents de contraste pour l'imagerie.
Oui, alors, donc C10, c'est le comité innovation biomédicale et H13, c'est le comité technologie pour la santé. Donc moi, je m'occupe du C10 et mon collègue qui est en ligne, Thibaut, s'occupe du H13. Donc, en fait, c'est surtout s'il y a un vrai développement technologique des agents de contraste, ça va plutôt être comité de technologie pour la santé, plutôt que comité innovation biomédicale, où on va plus avoir de l'application. Et ce qu'on peut vous conseiller aussi pour vous aider, c'est sur le site de l'ANR, sur la APG 2024 et sur la APG 2023, vous avez la liste de tous les projets qui ont été financés dans tous les comités, l'année dernière et l'année avant, et aussi la liste des membres de comité, ça peut vous aider à choisir le bon axe. Okay. Donc ensuite, on a une autre question sur les priorités nationales. Est-ce que les priorités se cumulent? Donc j'imagine, est-ce qu'on peut être financé sur plusieurs priorités? Donc encore une fois, le mécanisme de financement des priorités, donc c'est d'apporter un budget supplémentaire. Alors aujourd'hui, il est plus spécifiquement sur un comité. L'année dernière, la priorité recherche transnationale sur le maladie rare était que sur le comité 17, mais cette année, ça a été ouvert à l'ensemble des comités. Donc, non, soit vous êtes financé sur l'enveloppe priorité maladie rare, soit vous êtes financé sur une autre enveloppe, mais on ne peut pas être financé sur plusieurs budgets différents. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pour les autres questions, du coup, tu veux qu'on repasse en revue les questions, qu'on ait une réponse dans le chat ou... Peut-être, si c'est d'intérêt pour tout le monde, oui, ça vaut le coup quand même de répéter la question. D'accord. L'ANR dispose-t-elle d'une liste de maladies considérées comme rares? Il y a une réponse de Vincent qui disait que non, il faut se référer à Orphanet. Voilà. Ensuite, pour Anna, on avait une question qui était: les projets qui portent sur la grippe ou le virus de la fièvre jaune sont donc éligibles à l'ANR? Anna a répondu oui. Peut-être que je peux préciser, parce que je pense que la question c'était est-ce que c'est plutôt éligible à un appel de la NRSMIE ou plutôt à l'ANR? Alors, peut-être je peux aussi préciser le mécanisme qu'on a mis en place aussi bien avec la NRSMIE qu'avec l'INCa ou l'ITMO-Cancer. Voilà, quand on déclare un projet inéligible à l'ANR, ce n'est pas l'ANR toute seule qui décide que le projet est inéligible, bien sûr. Donc, on a des interactions avec nos collègues de la NRSMIE ou nos collègues de l'INCa. On discute des projets qui sont potentiellement problématiques. Et de toute façon, à partir du moment où la NRSMIE ou l'INCa nous disent non, ce type de projet, on ne le finance pas ou il ne sera jamais financé chez nous, voilà. Donc à ce moment-là, on les garde. Et inversement, s'ils nous disent oui, c'est ce type de projet que nous, on finance, donc à ce moment-là, nous, on les rend inéligibles. Donc voilà, donc de toute façon, pas d'inquiétude dans le sens où si c'est vraiment inéligible chez nous, ça veut dire que c'est éligible ailleurs. Peut-être que le seul problème, on en est conscient, mais on n'a pas pu le résoudre pour le moment, c'est par rapport au calendrier. C'est-à-dire que bien souvent, par exemple, l'appel PL Bio, où il y a souvent un échange entre PL Bio et la APG, bon, le calendrier PL Bio est quasiment le même que celui de l'APG. Donc, ça veut dire que si un projet est inéligible à l'ANR parce qu'il devrait être déposé à PL Bio, eh bien, il ne pourra pas être déposé la même année puisque le calendrier il faudra attendre l'année suivante. Donc, c'est ça qui est dommage, mais on n'a pas pu résoudre ce problème. Donc, voilà. Donc, je voulais quand même vous rassurer que, voilà, si c'est inéligible chez nous, ça veut dire que c'est éligible ailleurs. Et si c'est inéligible à la NRSMIE, ça veut dire que c'est éligible chez nous. La question suivante était un dispositif médical visant à prédire l'apparition de métastases est donc hors sujet pour l'ANR. Vincent Roy avait dit inéligible si PRC et PRME. Voilà. Tous les projets cancer, PRCE sont éligibles et les JC sont éligibles. Il y avait une autre question. Donc, dans le cas d'une collaboration entre une équipe de recherche fondamentale et une équipe de recherche clinique étrangère, est-ce que c'est éligible à un PRCI et non pas au PHRC?
Alors, encore une fois, alors si c'est dans le cadre de l'instrument PRCI, on ne finance pas d'essais cliniques de toute façon. Hein. Dans le cadre de l'APG, on ne finance pas d'essais cliniques. Donc, a priori, c'est pas éligible. Alors, peut-être que je peux prendre l'occasion de cette question pour vous dire que dans les... je ne peux plus défiler les diapositives, mais dans le cadre des partnerships que je vous ai signalés ici, voilà, ça arrive. Alors, notamment ERA4Health, donc il va y avoir possibilité de financement d'essais cliniques via ce partnership ERA4Health. Et puis, je crois que aussi dans RDRA pour maladies rares, il y aura possibilité de financer des essais cliniques. Voilà. Mais dans le cas des PRCI, on ne finance pas des essais cliniques. Donc, une équipe française et une équipe étrangère. Il y a ensuite 2 questions par rapport au budget. Donc, on avait une question sur l'écart type des budgets et le budget médian. Donc, on peut peut-être remettre à la... Oui, je vais essayer de remettre à le... Petit délai de... non, ça ne veut pas venir. Donc, la question, c'était quoi? Donc, une question, quel était l'écart type au niveau des budgets? J'avais... Donc ici, vous avez la moyenne, et puis vous avez le plus faible, voilà. Et si on regardait le budget médian, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas très loin de... si on prend 337 000 € pour un JC, vous avez... c'est le budget moyen, et vous avez quasiment autant de projets qui sont plus chers qu'autant de projets qui sont moins chers. Et la même chose pour tous les instruments. Vous avez une DataNR. On va remettre dans le chat, vous avez des visuels qui ont été faits par notre service de sciences de la donnée, où vous avez pas mal d'informations sur les budgets en fonction des comités et moyens sur l'ANR. Donc, on va vous remettre ça dans le chat. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'indiquer sur ma slide le lien. On peut peut-être mettre le lien vers DataNR. Donc, c'est un nouveau site qui permet de visualiser justement les projets, alors que les projets financés. Pas mal d'informations sur la localisation de ces projets, les laboratoires, par instrument, etc. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. La question suivante, c'était: est-ce que le montant du budget détermine ses chances de financement? Alors, non. Alors, vous voyez que, alors d'ailleurs, c'est assez nouveau. Hein, il y a quelques années, les projets à plus d'1 million d'euros, là, comme vous voyez, pour les PRC, PRCE, on n'en finançait quasiment jamais. Et cette année, on en a financé plusieurs. Alors, il faut savoir hein, que lorsque le comité d'évaluation se réunit, donc bien sûr, ils discutent la qualité des projets, ils font leur classement sans connaître l'enveloppe financière qui est attribuée à l'Axe. Et en fait, c'est une fois que les classements sont faits, donc par ordre de mérite ou on va dire de qualité scientifique des projets, c'est une fois que ce classement est fait qu'on annonce au comité l'enveloppe qui est disponible, et à ce moment-là, on voit en fonction du budget qui a été demandé où s'arrête la liste principale. Donc en fait, normalement, j'ai dit normalement, le budget ne doit pas influer sur la sélection du projet. Alors, il faut quand même préciser qu'il faut que le budget soit en adéquation avec les objectifs. Parce que si vous demandez un budget de 1,5 million, par exemple, mais que le comité considère que ce budget est exagéré, donc là, forcément, ça va influer la décision du comité dans le classement. Mais ce n'est pas parce que vous avez demandé 1,5 million que d'office, le comité va dire « Ah non, c'est un projet cher, on va le défavoriser par rapport à un autre projet ». Voilà. Donc, on va dire que le montant du projet, le budget
n'est pas un critère de sélection en soi, mais il faut que ce soit justifié dans la demande. Ensuite, on avait une autre question. Pour un PRC, est-il préjudiciable que les différentes équipes partenaires soient situées dans la même ville? Non, non, on a plein de PRC où il y a même 2 équipes du même laboratoire. Une autre question. Un projet portant sur un sujet de l'axe C3, donc génétique, et utilisant des données de séquence présentes dans les bases de données publiques, ex-base SRA, sera-t-il dans la priorité exploitation scientifique des données? Non, non. Réponse un peu brutale. Regardez déjà la liste des infrastructures qui sont éligibles. Voilà, et la plupart du temps, c'est quand même des données, voilà, qui sont... Enfin, c'est pas des données de séquençage, par exemple. Voilà. Ensuite, on a une autre question. Est-ce qu'un projet qui vise l'acquisition de données fondamentales au service d'un projet d'innovation technologique qui est développé en parallèle peut s'inscrire dans l'axe recherche translationnelle en santé? Si oui, est-il possible de mentionner succinctement ce projet d'innovation technologique? Est-ce que Salomé, tu as une réponse? Je vous invite à aller lire plus en détail les textes des comités, parce qu'on a par exemple un comité sur l'innovation biomédicale, sur les technologies pour la santé, donc à voir quelle est la composante majoritaire du projet. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter pour m'expliquer plus en détail et j'essaierai de vous aiguiller au mieux. Priorité géographique, est-ce le pays d'exécution du projet en Europe, Asie, Amérique, Afrique, etc. Est un critère d'éligibilité d'un projet, quel que soit l'instrument de financement choisi? Alors, je ne comprends pas trop la question. Priorité géographique, ça veut... Oui. C'est quoi la priorité géographique? On n'a pas de priorité géographique, alors peut-être préciser la question. Alors déjà, alors pour les PRCI, je peux vous remettre la liste. Voilà, donc ici, il y a clairement des projets de recherche collaboratifs internationaux avec des agences étrangères avec lesquelles on a des accords de collaboration, donc ça c'est clair. Alors peut-être que la question se rapporte en fait à... On peut aussi avoir par exemple un PRC, un projet de recherche collaboratif, où il y a une équipe française financée donc par l'ANR, et il y aura une équipe d'un pays autre. Alors ça peut être États-Unis ou Afrique ou ce que vous voulez, mais qui ne sera pas financé par l'ANR. D'accord ? Donc ça, c'est un projet de recherche collaboratif avec une équipe française financée et une équipe étrangère non financée. Et dans ce cas-là, c'est simplement la qualité scientifique du projet et la qualité de l'équipe qui rentre en jeu. Ce n'est pas du tout le pays ou la zone géographique du pays. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pour les AAP, Chaire Excellence en Biologie Santé, les chercheurs reçoivent une lettre de notification, projet retenu ou non. Comment faire pour avoir un rapport des évaluations pour permettre aux chercheurs de construire la suite? Oui, alors pour les chaires d'excellence, alors malheureusement, je peux pas trop vous répondre parce qu'en fait, c'est pas du tout géré par le département biologie santé. En fait, à l'ANR, il y a on va dire, il y a deux parties. Hein. Il y a la DGPIE, donc ce qu'on appelle maintenant France 2030, qui gère ces chaires d'excellence. Et puis, la partie DOS, on va dire, qui gère l'APG et puis les autres appels spécifiques. Donc là, je vous encourage, normalement, quand même, sur le texte de l'appel chaire d'excellence, vous avez un contact, au moins une adresse mail. Donc, je vous encourage à écrire à ce contact pour avoir la réponse, parce que voilà, c'est pas nous qui gérons cet appel. Donc, ensuite, on avait une autre question. Quel est l'axe qui convient le mieux à ce qui touche aux technologies pour la santé? L'axe technologie pour la santé, H13, je pense. Ouais. Je vais remettre la liste des axes. Dans le cadre de projets translationnels nécessitant une étude clinique, existe-t-il des modalités de financement particulières permettant le financement du personnel permanent hospitalier participant à cette étude? Là, c'est typiquement... Ouais, vas-y, Samé.
Oui, donc ce n'est pas une dépense éligible à l'ANR, le remboursement du personnel permanent hospitalier participant à une étude, une étude clinique. Par contre, si vous faites une demande de cofinancement des GOS, la DGOS finance les établissements de soins et donc dans ce cas-là, c'est une dépense éligible. Voilà, je dirais que même c'est peut-être la plus grosse plus-value de ces projets cofinancés par la DGOS. Donc, alors je ne l'ai pas cité, mais ce sont aussi les projets qu'on appelle PRTS. Hein, c'est un peu c'est l'équivalent du PRTK qui est géré par l'INCa pour les projets de recherche translationnelle sur le cancer. Donc ici, c'est cofinancement des GOS, c'est pour les projets qu'on appelle PRTS, donc programme PRTS. Et justement, je pense une des plus-values de ce programme PRTS, c'est de pouvoir financer des choses qui ne sont pas finançables par l'ANR, dont le personnel statutaire impliqué dans ces études cliniques. Il y avait une autre question. Étant donné l'absence d'AAP sur l'antibiorésistance en 2025 et le lien avec l'axe H3, est-ce qu'un projet sur l'antibiorésistance serait éligible dans l'axe H3? Donc maladies infectieuses et environnement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, hein, là, je parlais visiblement, vous connaissez, sur le GPI AMR, puisqu'en fait, c'est la fin du GPI et le partnership va démarrer là, il va être soumis fin septembre pour démarrer fin 2025. Donc, c'est pour ça qu'il y a une transition où il n'y a pas d'appel international sur l'antibiorésistance, mais tous les projets d'antibiorésistance sont éligibles à l'APG, que ce soit dans l'axe H3 ou même dans l'axe C6. Je pense que Anna, pour le comité 15, doit aussi avoir ce type de projet. Il y a aussi des projets antibiorésistance en biochimie. Hein, je crois que dans le 44, il doit y en avoir. Voilà. Donc, bien sûr, l'antibiorésistance est financée dans le cadre de l'APG. Dans les slides de la fin de présentation, est-ce que les budgets moyens présentés incluent le cofinancement des GOS? Alors, peut-être qu'il y a une... attendez, je vais y revenir sur les budgets moyens. Voilà. Alors, attendez, que je réfléchisse comment j'ai calculé. Non, c'est que le financement ANR. Donc, effectivement, mais je crois que Salomé a fait la distinction, justement, si vous allez sur le lien et que vous allez sur le comité 17, il me semble que Salomé a fait la distinction des budgets moyens avec ou sans des GOS. Non, dans la présentation du comité de recherche translationnelle, il n'y a que les budgets moyens sans les partenaires pris en charge par la DGOS. Alors, pour 2024, par exemple, hein, juste pour vous donner une indication, bon, on va pas rentrer dans le détail peut-être du mécanisme de financement du cofinancement des GOS parce que c'est un peu complexe et puis ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais vous devez déposer une demande de financement ANR et en parallèle une demande de cofinancement des GOS. Et si la DGOS refuse le cofinancement pour une raison ou une autre, donc à ce moment-là, c'est la grille ANR qui est prise en compte pour le financement de l'établissement de soins. Puisque bien sûr, l'ANR finance des établissements de soins indépendamment de la DGOS. Et simplement pour vous donner une idée, hein, sur 2024, en fait, les budgets demandés à la DGOS ou les budgets demandés à l'ANR étaient quasi équivalents, on va dire. Il n'y avait pas énormément de différence, sauf pour un projet. Mais voilà, donc ça ne doit pas changer non plus énormément les budgets moyens, en fait. Au moins en 2024. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était quoi? 14h31, c'était est-ce que les projets de l'axe H13 sont forcément en lien avec les sciences de l'ingénierie qui visent le développement, amélioration d'une technologie, ou est-ce que des projets qui répondent à ces questions de recherche fondamentale en appui d'un projet de développement technologique peuvent correspondre? Il y avait une réponse de Thibaut qui disait que le projet doit avoir pour objectif un développement technologique avec application
en santé, même si le TRL final peut être faible. Et ensuite, on avait une autre question. Un projet visant à caractériser le mécanisme d'action d'un candidat médicament est-il pertinent dans le cadre de l'axe innovation biomédicale? Oui. Voilà, réponse courte et claire. Ensuite, si l'on est déjà porteur d'une ANR PRC en cours en tant que coordinateur, peut-on déposer un projet JCJC sur une autre thématique de recherche, car encore éligible à l'outil JCJC? Je peux peut-être répondre, j'ai déjà eu une question un peu similaire. C'est pas interdit, mais maintenant, il faut se poser la question. Un des critères pour les JCJC, c'est d'acquérir une autonomie. Si vous êtes déjà porteur d'un PRC, d'un gros projet collaboratif, est-ce que vraiment vous répondez aux critères d'un JCJC? C'est dans ce sens-là qu'il faut poser la question. Et d'ailleurs, en général, ça se fait plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord une candidature JCJC et rien ne vous empêche 2 ans plus tard de déposer un PRC. Il y a beaucoup de questions, donc il faut faire le tri de ce qui a été répondu ou pas. Est-il possible de déposer une ANR qui fait suite à une précédente avec les mêmes partenaires, avec de nouveaux développements, bien sûr? Bien sûr. Oui, ouais, bien sûr. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, voilà, on a des projets qui sont financés avec l'acronyme, avec 1, 2, 3. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des projets, on doit être à 5 ou 6. Donc, c'est les projets suite. Hein, c'est écrit dans le plan d'action qu'on peut le déposer. Et ensuite, on a une dernière question sur le cofinancement des GOS. La demande de cofinancement des GOS pour le projet translationnel en santé est donc à joindre au dossier à APG. Est-il nécessaire de soumettre cette demande séparément à la DGOS? Alors, pour faire une demande de cofinancement des GOS, il faut soumettre le projet sur le site d'évaluation d'ANR et faire une demande en cochant une case spécifique. Donc, l'évaluation est entièrement réalisée par l'ANR et donc il n'est pas nécessaire de soumettre une demande spécialement à la DGOS. Tout est organisé par l'ANR. Voilà, donc il est quand même demandé de cocher la case dès la première étape, hein, quand vous soumettez les 4 pages de préproposition, parce que ça nous permet donc de faire un bilan des budgets nécessaires, que la DGOS aussi regarde les budgets, etc. Mais on a toujours tous les ans avec quelques personnes, quelques projets où ils ont oublié de cocher la case, donc on accepte quand même de revoir la situation, on va dire, entre les 2 étapes. Et voilà, les projets qui n'ont pas coché la case à la première étape, mais qui veulent bénéficier du cofinancement en deuxième étape, peuvent être rattrapés, on va dire, entre les 2 étapes. Mais bon, à ce moment-là, de toute façon, il faut contacter Salomé et pour voir comment faire concrètement et surtout déposer les annexes financières sur le site de la DGOS pour la deuxième étape. Il y a une question qui demande si déposer un JCJC à la fin d'un ATIP à venir est-il autorisé? J'ai un oubli. Alors, ATIP à venir et JCJC, on ne peut pas l'avoir en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit écrit dans les inéligibilités des JC que quelqu'un qui a eu un autre financement. Voilà. Mais j'aurais un peu la même réponse que Nadia tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez déposé, obtenu un projet ATIP à venir, là aussi c'est pour acquérir une indépendance et qu'après 3 ans, voire 5 ans, parce que l'ATIP à venir peut aller jusque 5 ans, si vous n'avez pas encore acquis cette indépendance et donc que vous redéposez ce JC, ça va être plutôt mal évalué, je pense, par le comité d'évaluation. Et donc, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes éligible, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans les 10 ans après la thèse ou 5 ans après le recrutement, ce n'est pas parce que vous êtes éligible à l'instrument JC qu'il faut déposer un projet JC. Moi, je dirais que si vous avez eu un projet ATIP à venir et que ça a marché, plutôt, et que vous voulez déposer un projet tout seul, à ce moment-là, déposez un PRME.
pourquoi redéposer un JC? Vous n'allez pas correspondre aux critères d'évaluation, critères d'acquisition d'indépendance. Par contre, vous correspondez tout à fait au PRME, puisque voilà, vous avez montré que vous étiez indépendant, vous avez produit des résultats. Donc, moi, je dirais plutôt plutôt candidater au PRME ou un PRC. Alors ensuite, est-ce qu'au sein d'une même équipe, il est possible de déposer un JCJC et un PRME? Les porteurs ne sont pas les mêmes et les axes ne sont pas les mêmes. On a souvent la question de savoir est-ce qu'on peut déposer au sein d'une même équipe 2 projets, un PRC, un JC. Donc ici, c'est JC et PRME. Alors après, ça va dépendre de l'équipe. Si c'est une petite équipe, donc il va forcément y avoir du personnel commun entre les deux, donc ça va être compliqué, je pense, de justifier les 1,5 ETP pour les PRME. Donc il faut regarder ça aussi. Les thématiques vont sans doute être très, très similaires. Voilà, donc je dirais que JC et PRME, c'est peut-être pas la meilleure combinaison. On voit assez souvent des PRC et des JC pour les grosses équipes. Mais JC PRME, ouais, je pense que ça va être peut-être compliqué à justifier, d'une part le PRME, et voilà. Là, c'est pas. En tout cas, c'est pas non plus rendu inéligible. Non, mais c'est par rapport plus tard. C'est pas un problème d'inéligibilité, c'est le comité qui va se poser des questions plutôt. Hein. C'est plus par rapport au temps d'implication. Le temps d'implication, voilà. Pour un projet LabCom, l'entreprise partenaire peut-elle être étrangère, avec ou sans filiale en France? A priori, non. Il faut que ce soit une entreprise française ou une filiale française. Est-il possible de soumettre dans le même axe un projet PRC en tant que coordinateur et un projet PRC en tant que collaborateur? Alors, je me tourne vers mes collègues chargés de projets scientifiques, mais je pense que ça arrive beaucoup. Oui, ouais, c'est possible. Et faites attention si vous faites ça à votre temps d'implication, en fait, parce que les membres de comité voient tous les projets dans l'axe. Et c'est vrai aussi quand vous déposez des projets en tant que partenaire et coordinateur dans différents axes. Faites vraiment attention à ce que vous mettez comme temps d'implication. Il faut que ce soit cohérent. Et j'en profite aussi pour dire que la règle à l'ANR, c'est que vous avez le droit de déposer un projet en tant que coordinateur, plus 2 projets en tant que partenaire. Il ne faut pas dépasser la limite d'implication qui est de 3 projets au maximum. Sauf si c'est un PRME, il me semble, où il faut il faut un taux d'application assez élevé. Je profite de cette question aussi pour comment dire, vous signaler qu'il faut faire aussi attention à votre demande budgétaire. Voilà, si vous êtes dans 3 projets, par exemple, parce qu'on le voit tous les ans, hein, dans la demande budgétaire, par exemple, d'instrumentation ou de fonctionnement, ne faites pas un copier-coller pour les 3 projets. On voit régulièrement hein, la demande du même instrument dans plusieurs projets. Donc, forcément, si les 2 projets ou 3 projets sont financés, l'ANR ne va pas financer 3 fois le même projet. Donc là, vous risquez ce qu'on appelle un ajustement budgétaire. C'est-à-dire que voilà, si on s'aperçoit que vous avez demandé 2 fois le même instrument, bien, il y a un des 2 instruments qui sera enlevé dans un des projets. Donc, essayez toujours de bien justifier votre demande budgétaire par rapport au projet et ne demandez pas plusieurs fois le même instrument. Dans le cadre des projets avec un cofinancement DGOS, l'évaluation du projet par la DGOS intervient-elle uniquement après une réponse favorable de l'ANR? Alors, après une réponse favorable d'un jury de l'ANR pour sélectionner un projet qui a sollicité un cofinancement DGOS, il n'y a pas d'évaluation secondaire par la DGOS. Par contre, la DGOS intervient pour vérifier, faire une grosse étape de vérification d'éligibilité des dépenses qui ont été faites pour les établissements de soins. Et aussi une vérification d'éligibilité thématique, donc sur le caractère transnational des projets. Voilà, donc encore une fois, il n'y a que l'ANR qui évalue. Comme le signale Salomé, donc la DGOS vérifie l'éligibilité des dépenses des DGOS
Et on a un comité de pilotage donc, où on réunit les différents présidents de comité qui en fait justifient pas justifier la sélection du projet parce que c'est le comité qui l'a sélectionné, mais que c'est bien un projet de recherche translationnelle qui rentre dans le programme PRTS. Voilà. Et ensuite, la DGOS, en fonction du budget dont elle dispose, va sélectionner va sélectionner les projets qui sont cofinancés. Mais là aussi, pas d'inquiétude, c'est-à-dire que si la DGOS, pour une raison ou une autre, ne peut pas financer tous les projets qui ont été sélectionnés par les différents comités, à ce moment-là, les projets restent financés par l'ANR à 100%. Voilà, donc ce n'est pas parce que le cofinancement va être refusé par la DGOS que le projet n'est plus financé. L'ANR le finance à ce moment-là à 100%, puisqu'il a été sélectionné par le comité. On a une autre question. Comment est perçu un dépôt de PRC avec un jeune chercheur coordinateur? Comme l'a répondu mon collègue, c'est le critère le plus important, c'est la qualité scientifique du projet. Voilà, bon, c'est vrai que pour un PRC, on va demander peut-être une expérience dans la gestion de projet, c'est-à-dire si vous avez un PRC avec 3-4 équipes, est-ce que ce jeune chercheur, il va être capable de manager ce consortium? Peut-être que certains comités vont penser que un jeune chercheur, il n'a pas l'habitude de gérer ce type de consortium, mais sinon, il n'y a pas de... Voilà, si le projet est bon, si les personnes qui composent le consortium sont excellentes, il n'y a pas de raison que le projet ne soit pas retenu. Ensuite, il y a une question sur le chevauchement d'un financement entre une ATIP à venir et une demande à un PRC. Est-ce possible? À partir du moment où vous avez un financement ATIP à venir, bien sûr, vous pouvez déposer ensuite un PRC ou un autre... voilà, mais pas de JC. Mais PRC, il n'y a pas de souci. PRCE, PRCI. Une autre question. Est-ce qu'il y a un minimum d'implication pour le porteur du projet en pourcentage? Alors, sauf pour les PRME, qui est de 40%. 40%, voilà. Non, pour les autres, il n'y a pas de limite. Après, il faut que ça reste cohérent avec le projet. Moi, je me rappelle avoir assisté à des comités quand même où, quand le coordinateur se met à 5% de son temps, bon, le comité peut se poser des questions sur la véritable implication. Est-ce que c'est simplement le nom de la personne qui a été mise ou est-ce que la personne va vraiment participer au projet? Donc voilà, donc il faut que ce soit cohérent avec le projet et il ne faut pas que ce soit, on va dire, fictif. Il ne faut pas mettre votre nom en disant si je mets mon nom parce que je suis connu dans ce domaine, le projet a plus de chances d'être sélectionné. Non, il faut vraiment une participation effective au projet. Et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, surtout aussi si vous déposez plusieurs projets dans le même comité ou dans d'autres, il faut faire attention aussi à la cohérence des pourcentages d'implication. Alors ça c'est valable sur une année, oui. Mais alors peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas, mais on ne vérifie pas le pourcentage d'application sur plusieurs années, parce que bon, forcément, si vous vous mettez à 40% sur 3 projets soumis dans l'espace de 5 ans, vous dépassez les 100%. Ça, je vous rassure, pour l'instant, on ne vérifie pas. Par contre, vous avez dans la trame de la proposition complète pour l'étape 2, vous devez déclarer les projets qui sont en cours. Donc, l'ANR ne vérifie pas votre pourcentage d'application, mais quand vous déclarez les projets en cours, forcément, les membres de comité voient que vous avez financement en cours et sur quelle année, puisque c'est vous qui le déclarez. Et donc, je peux rebondir sur ce que dit Nadia, justement, parce que des fois, vous déclarez les projets qui sont en cours, donc très bien, vous mettez le titre, etc. Et parfois, les membres de comité peuvent se poser la question par rapport au projet qui est évalué en disant mais le titre, il semble... quelle est la différence entre le projet qui a été financé déjà là, il y a 2 ans et ce projet-là? Donc voilà, si vous pensez qu'il peut y avoir un doute à ce niveau-là, expliquez-le dans la proposition, que vous avez été financé sur un aspect du projet ou alors au contraire sur le financement que vous avez obtenu il y a
les années précédentes n'a rien à voir avec le financement que vous nous demandez, même si le titre est très proche ou similaire. La question suivante, c'est est-ce qu'un ingénieur de recherche peut déposer un JCJC? Un ingénieur de recherche? Oui. Oui, il n'y a pas de raison, oui. Et vous venez de dire que pour un LabCom, l'entreprise partenaire peut être étrangère si filiale française. Oui. Mais est-ce que cette filiale doit avoir une activité de recherche ou bien une activité commerciale suffit? Recherche. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On a fini la liste de questions? Ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il y a une nouvelle question. Ah, si. Donc, si un projet avec un cofinancement DGOS dans lequel CDI demandé est refusé par la DGOS et donc sera financé par l'ANR, le budget sera-t-il obligatoirement à revoir avec uniquement un CDD? Comme on l'a précisé tout à l'heure, en fait, lorsque vous déposez votre projet à l'ANR, donc c'est un PRC, donc avec, on va dire, un labo académique plus une équipe d'un établissement de santé. Donc, vous déposez votre projet à l'ANR avec un budget ANR pour les deux équipes. Et en même temps, vous déposez une annexe financière auprès de la DGOS. Et donc, si le projet est sélectionné par le comité ANR et que la DGOS peut ou accepte le cofinancement, à ce moment-là, c'est l'annexe financière DGOS qui va être prise en compte. Et si la DGOS ne peut pas prendre en charge ce cofinancement, eh bien, c'est le budget que vous avez demandé à l'ANR au moment du dépôt qui va être pris en compte. Salomé, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très clair. Et on a une autre question. Est-ce qu'un ingénieur de recherche peut déposer un PRME? Je crois que il n'y a pas de contradiction non plus. Il y a beaucoup d'ingénieurs de recherche qui sont responsables d'équipe, responsables de plateforme, voire responsables de laboratoire. Voilà. Donc, de toute façon, les ingénieurs, tout le personnel de recherche sont éligibles dans les 1,5 équivalent temps plein recherche pour le PRME, oui, sauf les techniciens, sauf les thésards et les postdocs, et bien sûr le personnel que vous demandez dans le cadre du contrat. Mais il n'y a pas de problème. Il faut que vous soyez quand même, que vous puissiez démontrer que l'équipe est pérenne, que l'équipe qui travaille sur le projet est pérenne, et il faudra une attestation de votre directeur de laboratoire qui montre qu'il est d'accord avec le fait que vous déposiez un PRME. Voilà. Mais c'est pour ça que je précisais qu'il y a des ingénieurs de recherche qui sont responsables d'équipe ou de laboratoire. Donc, pour ça qu'ils sont aussi éligibles au PRME. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas... Bon, je ne l'ai pas rappelé ici, mais vraiment, il faut absolument se connecter sur la page web de la APG 2025, puisque vous avez tous ces formulaires en fait à gauche de la page. Je ne peux pas vous le montrer en direct, mais à gauche de la page, vous avez tous les formulaires qui sont disponibles. Vous avez la trame de la préproposition, puis vous avez les annexes donc par pays. Alors, elles ne seront pas toutes là aujourd'hui parce qu'il y a encore des petites négociations avec certains pays, je crois. Mais vous avez l'annexe des GOS qui est déjà là. Donc voilà, normalement, toute la documentation est présente sur cette page, donc, et notamment pour les PRME, l'attestation à fournir. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà, on a duré beaucoup moins longtemps que 2 heures, mais il y a eu quand même beaucoup de questions. Alors de toute façon, hein, vous avez encore une fois là sur l'adresse qui est indiquée sur la diapositive, là, les rendez-vous de l'ANR, sciences de la vie. Donc vous avez des présentations PowerPoint de chacun des axes, et à la fin de ces présentations, vous avez les adresses mail des chargés de projet scientifiques qui sont responsables de ces axes. Donc n'hésitez pas à les contacter par mail si vous avez besoin de précision. Il y a aussi une FAQ qui est disponible
Et puis, il doit y avoir une adresse générique APG, j'ai oublié l'adresse, où vous pouvez poser vos questions avant de déposer votre préproposition. Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là, cette session. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos questions, qui étaient quand même très, très riches, très diverses. J'espère qu'on a pu y répondre. Et puis, on reste à votre disposition. Il y a une dernière Ah, une dernière question. Alors, pour les tremplins ERC, c'est quand la deadline? Tremplin ERC, en fait, il y a plusieurs sessions en fonction si c'est starting ou consolidator. Donc, il faut regarder sur le site de l'ANR. De toute façon, c'est après les résultats des ERC. Donc là, il y a quelques semaines ou quelques mois après les ERC. Donc, je vous invite à regarder les deadlines pour ces sessions. On est en train de regarder brièvement si on peut vous donner l'info, mais alors c'était 31. Non, c'est pas ça. Fermeture. Non, mais là, ça dépend vraiment aussi de la publication en fait des résultats ERC. Donc, je pense que la deadline va s'adapter en fonction de la date de publication des ERC. Et l'avantage de cet instrument, c'est à partir du moment où vous avez été noté A à l'ERC, mais que vous n'avez pas été financé, en fait, il faut resoumettre le dossier à l'ANR, mais il n'y a pas d'évaluation. En fait, le financement est automatique. Une autre question sur le cofinancement ANR des GOS. Y a-t-il une plateforme spécifique pour la soumission de la grille budgétaire de la partie des GOS ou tout se fait sur la plateforme IRIS de l'ANR? Il y a une plateforme spécifique depuis 1 ou 2 ans pour remplir juste la grille budgétaire de la partie des GOS et une attestation de dépôt du projet pour spécifique à la DGOS. Mais c'est l'ANR qui fera le lien et qui vous enverra le lien vers la plateforme spécifique de la DGOS et qui vous guidera vers toutes les étapes du processus. Voilà, bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ce cofinancement des GOS, ce qui est d'ailleurs très bien, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on souhaite développer. Bon, c'est l'ANR qui gère tout, en fait. Donc, le contact, c'est à l'ANR. On vous donne toutes les informations pour vous guider dans ce processus. Et même ensuite, pour le suivi des projets, une fois que le projet est financé, ces projets restent, on va dire, sous la responsabilité de l'ANR et le suivi se fait via l'ANR. C'est tout bon? Cette fois, c'est tout bon? Donc voilà, donc de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, soit au chargé de projet scientifique dont vous avez les coordonnées sur le texte de l'APG ou à moi-même. Je pense que vous pouvez trouver mon mail facilement aussi sur le site de l'ANR. Et donc, je vous remercie pour vos questions. Et puis, bon courage pour la préparation de vos projets qui doivent être soumis avant le 15 octobre. 17 Voilà. 17h. 15 octobre, 17h, précisément. Voilà, si vous avez un souci, bon, il n'y a pas de problème. Si c'est vous avez oublié quelque chose et qu'à 17h01, vous nous envoyez un mail en disant « j'ai oublié de faire ça » et normalement, il n'y a pas trop de problème, on rattrape les retardataires. Mais il ne faut pas que ce soit le lendemain ou le surlendemain quand même. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.